Bueno, buenas tardes a... Bonsoir à tout le monde et bienvenue à Telefonica. Je ne peux pas le voir parce que la lumière c'est nouvelle et ça marche tellement bien, mais je vois des personnes ici. Donc, premièrement, je veux vous remercier par être ici dans cet espace. Je suis Pablo Gonzalo, je dirige l'espace de Fondation Telefonica. Aujourd'hui, nous sommes ici dans cet événement tellement spécial. Nous sommes avec Jasmina Reza. Je veux vous remercier, Jasmina Reza. Merci pour être ici avec nous. Elle va présenter le dernier livre qui s'appelle Casos Reales en espagnol, récit de certains faits en français. Elle va parler avec Montserrat. Je vais vous remercier aussi, Montserrat, pour être ici, une grande amie. Et je pense que ça va générer un dialogue tellement intéressant. Donc, merci beaucoup à les deux. Pour nous, c'est un grand plaisir de avoir Jasmina ici avec nous. Elle est une des écrivaines, aussi actrice, écrivaine, dramaturge les plus importantes et aussi une tellement grande référence dans le cadre de la culture et la réflexion et le pense aussi. Je ne veux pas parler de ce livre qu'elle va présenter. Je pense que c'est plus important de l'entendre à elle et que Montserrat nous aide à découvrir le livre. Pour nous, c'est un plaisir. Et aussi, c'est un plaisir et je vais vous remercier spécialement à l'Institut français, l'ambassade française pour cette collaboration en cet événement. Et aussi, je veux remercier la présence aujourd'hui de l'ambassadeur de France, Karine Rispald, et tout l'équipe de l'ambassade. Et aussi, Alfaguara, la maison d'édition a paru ce livre de Jasmina et on travaille beaucoup ensemble depuis quelques années et c'est toujours énorme et un énorme plaisir pour ramener des événements comme ça. La chose plus importante, c'est le dialogue d'après. Donc, je ne veux pas parler beaucoup et je veux donner la parole à Karine Rispald pour qu'elle nous dédie quelques mots. Merci. Señoras y señores. Bonsoir, monsieur, madame, Jasmina. Et au nom de l'ambassadeur de France et l'Institut français, l'ambassade de France en Espagne, c'est un plaisir énorme pour moi de vous remercier votre présence ici pour cet rencontre que c'est exceptionnel avec une de grandes voix de la littérature française contemporanée. Nous sommes tellement fiers de participer à cet événement que montre notre mission, que c'est promouvoir la littérature française et aussi à promouvoir le dialogue international. Je veux vous remercier à la Fondation Telefonica pour nous recevoir ici, aussi pour le compromis avec la culture et l'échange entre la France et l'Espagne. Jasmina Reza, c'est une écrivaine internationale. Elle a fait beaucoup de sortes de théâtre comme art et aussi de romans, de récits. Et là, elle explore avec de la sensibilité et l'ironie la sensation humaine. Et aujourd'hui, nous sommes tellement heureuses de découvrir le dernier livre, Récit de certains faits, paru par Flammarion en Espagne et présenté comme Casos Reales en Espagne par Alfaguara. Elle va parler avec Montserrat Domínguez, un journaliste tellement connu pour partager avec nous son regard sur la réalité, le processus créatif et la manière que ces récits sont un miroir de la complexité du monde contemporain. C'est un moment unique pour célébrer la littérature française et parler avec une autrice, avec une voix que c'est tellement important pour tout le monde. Votre présence ici et je cède la parole à Maria Fassé, la directrice littéraire de Alfaguara. Merci beaucoup.
Bonsoir à tout le monde. Je vais être bref au nom de Alfaguara et Penguin Random House. Je vais vous remercier pour être ici. Merci à Fondation Téléphonique, à l'ambassade de France et l'Institut français et bien sûr Jasmine Arreza pour être ici, pour ce travail, pour la visite en Espagne. Nous sommes tellement heureux, tellement fiers en Alfaguara de la parution de Jasmine Arreza et ce livre tellement particulier. Elle est une autrice aimée par tout le monde, traduite plus de 40 langues. Et ce livre, c'est brillant et tellement spécial. Jasmine a été pendant 15 années en train de voir de procès sur le tribunal. Et là, elle a vu dans le tribunal l'imperfection, la faiblesse humaine. Dans ce livre, elle nous donne le cas le plus choquant pour elle, mais aussi d'autres récits réels, certains faits de la vie quotidienne et de certains moments, cet assassinat symbolique d'un professeur d'histoire de sa université. Et aussi la puissance de ce livre. On tous pense que peut-être ne peut être la personne accusée dans le tribunal. García Márquez a dit que la condition fondamentale de la littérature, c'est l'ambiguïté. Et ça, c'est le pensement que j'ai eu quand j'ai lu Jasmine Arreza. Ça, c'est la manière qu'elle a d'écrire. Elle écrit comme ça. C'est émouvant, mais aussi elle nous fait penser, nous poser des questions. Je veux vous remercier aussi à Montserrat Domínguez, un énorme journaliste. Montserrat a une longue carrière de travail. Elle a travaillé avec beaucoup de médias, radio, télévision, la presse écrite, El País Semanal, l'édition en espagnol de le Huffington Post. Et aussi, elle est la coordinatrice et responsable de Cadena Ser. Je veux vous demander de ne faire pas de photos, et s'il vous plaît, et aussi à Jasmine va dédier de livres à la fin. Merci. Merci à tout le monde. Merci Jasmina pour être ici. Merci à tout le monde qui est ici dans la pluie et pour parler avec nous, avec Jasmina. Elle est un classique contemporain. Et bien sûr, Maria a dit qu'après lire ce livre fascinant, tout le monde, de quelque manière, on nous pose la question si peut-être c'est nous, non, la personne accusée au futur. C'est possible parce que on peut voir des personnes normales, avec une famille, avec un travail, un environnement normal, quotidien, mais dans quelques moments, on peut basculer et tuer quelqu'un, notre fils, notre mari, ou tuer le voisin, par exemple. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont journalistes, qui vont pour voir le procès, le tribunal, pour juste voir. Pour voir de détails petits comme par exemple de chaussures ou en robe ou en tissu ou quelque chose, non, que c'est bouche par là, par le tribunal, utilisé par un de témoins. Donc ma première question c'était, est-ce que comme écrivaine, vous cherchez quelque inspiration ou quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé de vivre en première personne ces procès, ces tribunaux? Pourquoi est-ce que tu as décidé ça? Et pour un écrivain qui a toujours parlé de la violence dans le relationnement, qu'est-ce que ça veut dire l'avoir dans le tribunal? Parce que là, on parle de droit, on parle de crime, de meurtre, de violence. Pourquoi et comment, Jasmine, vous décidez d'aller à le tribunal pendant 15 années pour écouter ça? Alors, en réalité, j'ai commencé à aller dans les tribunaux parce que je suis une grande amatrice de faits divers. Depuis toujours, je regarde les émissions à la télé en française que nous avons sur les faits divers. On a beaucoup d'émissions très bonnes. Donc je suis quelqu'un qui pourrait même lire le journal détective. Et un jour, il y avait un cas extrêmement intéressant que je suivais dans les journaux. Et les journaux
décrivent le cas et s'arrêtent souvent au procès, puisque dans le fait divers, le procès a souvent lieu 1 an après, ou enfin au moins un certain temps après. Donc on est frustré, on ne sait pas ce qui se passe. Et il y avait un cas où j'apprends que le procès d'un certain homme, un prof de droit à Toulouse, avait tué sa femme, et je me suis dit, je vais y aller. Et ça a été le premier procès que j'ai vu, et là j'ai été totalement capturée par la mécanique de la justice, que je ne connaissais pas, et par le microcosme que cet endroit pouvait représenter de la société tout entière. Et à ce moment-là, j'ai décidé de continuer à aller à droite, à gauche, en France, dans les tribunaux. Et qu'est-ce que tu as appris de la violence en écoutant ce témoignage, écoutant le personne, le récit? Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est la leçon de ça? Parce que c'est la vérité judiciaire, mais il y a des morceaux de l'histoire qui échappent. Donc, quelle est la leçon ici? Qu'est-ce que tu as appris de la violence, de la manière de faire la violence comme écrivaine que tu ne connais pas d'avant? Alors, je vais répondre que je n'ai rien appris sur la violence, parce que j'ai toujours traité la violence. Pour moi, la violence, c'est quelque chose d'absolument inhérent à l'être humain, et tout ce qui consiste, tous les discours qui consistent à dire pourquoi tant de violence, pour moi, sont totalement ineptes. C'est depuis la nuit des temps, l'homme est violent, et toute la civilisation est faite pour contrôler, réglementer cette violence. Sinon, il n'y aurait pas de civilisation, s'il ne fallait pas corriger l'homme et ses tendances. Donc la violence, elle est très forte aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on la connaît, parce qu'on sait ce qui se passe de tous côtés. Mais profondément, est-ce qu'elle est supérieure aujourd'hui à ce qu'elle était dans les temps anciens quand on regarde Shakespeare ? Certainement pas. Donc je ne vois pas d'exagération particulière de la violence aujourd'hui. Non, dans les tribunaux justement, ce que j'ai appris, c'est le contraire. C'est-à-dire que la violence, c'est l'ultime moment de dérapage. La plupart des gens que moi j'ai vus n'étaient pas des gens particulièrement violents dans leur vie courante. Je peux dire que sur les 20 procès qu'il y a là, il y en a au moins une quinzaine qui n'avaient jamais fait d'acte de violence et qui un jour versent dans la violence parce qu'ils ne peuvent plus contenir quelque chose qui est en eux et qui est peut-être en nous tous d'ailleurs, à force de douleur, de poids de la vie, Et je ne dis pas ça pour les excuser, parce que dans les accusés que j'ai vus, il y en a des sympathiques, il y en a des horribles. Donc c'est pas... Mais enfin, ça n'arrive pas quand même tout à fait par hasard. C'est une chose que j'ai remarquée, et je m'arrêterai là, c'est que dans les cours d'assises, on dénude la personne, on raconte tout. Son enfance, ses parents, sa vie, l'école, ses maladies, ses relations, enfin, tout, c'est affreux. C'est une humiliation publique de choses que les gens aimeraient cacher. Et souvent, même presque tout le temps, c'est d'une telle tristesse. C'est vraiment... on peut dire quand même qu'une enfance, une adolescence et une vie difficile, ça joue beaucoup dans le crime. C'est ça la violence pour moi. C'est tellement inquiétant. Ce que vous dites de quelques personnes normales, dans quelques moments, on peut basculer vers une situation qu'on n'attend pas et finir en visitant un tribunal et en mettre nu, non, et en train de parler de notre misère, la douleur, notre histoire personnelle. Il y a une chose dont tu parles ici dans ce livre, et c'est la famille, le mariage, comme ce type de formation, que c'est tellement dur, que c'est tellement difficile d'accéder. C'est pas juste sur le tribunal, c'est
c'est possible de voir ces petites humiliations, ces sensations de pouvoir, de faire l'exercice de la violence. C'est pas tellement ouvert et on peut pas voir ça, non, dans son mariage. Mais est-ce que tu penses que le mariage, le couple, la famille peut avoir ces niveaux d'ébullition, de douleur, de mouvement, de frisson, des sensations de douleur de la personne? Que le couple, l'enfermement du couple est un endroit très propice à la catastrophe. Souvent, cette catastrophe reste, disons, secrète. Elle s'en tient le couple présente bien en société, et puis c'est quand il est seul que la catastrophe survient. Une catastrophe qui, la 3/4 du temps, reste intime et n'est connue de personne. Mais quelquefois, ça bascule. Et personnellement, avant même d'aller dans les tribunaux, j'ai beaucoup traité le couple dans mon écriture, parce que je pense que c'est une formation quand même relativement artificielle. Non pas que deux personnes s'aiment, ça je pense pas du tout que ce soit artificiel, mais que deux personnes forment un couple, c'est-à-dire vivent ensemble, règlent leur vie sur cette formation, cet attelage qui est une famille. Ça, c'est une création de la société. Et cette création, elle peut réussir à certaines personnes qui, bon an, mal an, s'en arrangent ou font un bon contrat entre eux, et ça peut ne pas du tout réussir. Et la plupart du temps, ça ne réussit pas, mais en sourdine. Dans les tribunaux, on voit l'échec calamiteux, c'est-à-dire un des deux est mort, ou si ce n'est pas mort, a été endommagé. Parce que c'est très difficile, malgré tout, la vie commune. Et quand les conditions s'en mêlent, c'est-à-dire les conditions économiques, les 3/4 du temps, ou la difficulté d'être, ou l'alcool, ou que sais-je, enfin, moi j'ai vu que les gens vivaient difficilement. Je le savais, bien sûr, mais enfin, quand on l'entend, et quand on l'entend différemment à chaque fois, on réalise à quel point la vie est dure pour tout le monde, en réalité. Et quelquefois, elle engendre des dérapages. C'est logique. Je ne sais pas si je suis en train de donner la sensation, si ça c'est un récit de terreur, mais bon. Il y a un côté de terreur, c'est le terreur qu'on peut voir dans les relations familiales, les relations intimes, mais aussi il y a un côté de tendresse, un côté de compréhension vers le personnage, vers les circonstances personnelles, et aussi un peu d'humeur. Il y a un peu d'humeur qu'on peut voir là, et surtout parce que Jasmina Reza laisse là mélanger avec cette histoire de tribunaux, de procès, de ses expériences personnelles avec des amis, de personnes qu'elle aime, des expériences de la jeunesse, de sa vie, des situations plus heureuses. Et aussi, je recommande un livre en Venise, que c'est un mini-chapitre le plus heureux, que c'est ces personnes qui vendent de livres à Venise. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec des protagonistes que tu as vus dans le tribunal? Est-ce que tu peux développer l'histoire d'ailleurs, ce que tu as vu dans le tribunal? Est-ce que tu as eu la curiosité pour connaître plus que jusque le récit du tribunal, de parler avec eux? Alors je réponds à la fin de votre question. Oui, j'ai parlé avec certaines personnes. Je ne sais pas si les personnes avec qui j'ai parlé sont dans le livre, mais c'est pas très facile de parler avec les gens parce que tout est très réglementé. Maintenant en France, je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais les accusés dans les procès d'assises sont dans un box avec des vitres, comme s'ils étaient enfermés dans un zoo. Bon,
C'est assez curieux. Quand j'ai commencé à y aller, il y a 15 ans, ce n'était pas comme ça. C'est devenu très coercitif. Donc on n'a pas beaucoup accès aux accusés. Ils sont exfiltrés ensuite. La plupart sont déjà en prison, hein, dans les procès d'assises. Alors j'ai beaucoup parlé aux témoins, aux familles, mais ils se méfient. Ils n'aiment pas parler aux gens. Surtout, moi j'avais un petit cahier, là... Je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit juste avant. Pourquoi le livre est mélangé avec des choses de ma propre vie et des choses vues et observées et écrites? Parce que pour rien au monde, j'aurais voulu faire un livre de genre, c'est-à-dire un livre uniquement de procès. Pour moi, ça aurait été un non-sens complet. Ça aurait été isoler les procès comme n'appartenant pas au monde réel, appartenant comme si c'était à côté de la vie. Or, moi, j'ai vraiment eu le sentiment que rentrer dans une salle d'audience, c'était rentrer dans la vie miniature, rentrer dans une boîte où la vie, comme dans un parfum qui est en extrait, où il y a l'odeur la plus forte, eh bien, c'est ça. C'est d'une boîte où la vie, que ce soit les juges, les magistrats, les avocats, les témoins, les accusés, les spectateurs, les journalistes, tout le monde est observable, tout le monde est là, tout le monde a une fonction et les gens sont aussi étranges, différents, intéressants de tout milieu que dans la vie. C'est vraiment le microcosme de la vie. Je crois qu'il n'y a rien, il n'y a aucun endroit au monde où on peut observer ce qu'est une société humaine ailleurs que dans une salle d'audience. Claro. Oui, effectivement. Et c'est un peu miroir de ce qui passe d'ailleurs, non, dehors le tribunal. C'est un peu la société réelle. Il y a un cas de viol et aussi de violence contre les femmes. Ici en Espagne, nous sommes tellement frappés par une information journalistique que accuse une chanteuse comme Julio Iglesias de abus, de violence et agression aussi contre de travailleurs féminins. On a vu le Me Too, le cas de Harvey Weinstein. Donc, t'as un cas tellement spécifique que c'est le cas de Brigitte, où elle dit qu'elle a une agression d'un homme connu, fameux, et un cas fascinant aussi parce que il raconte beaucoup de notre même. C'est un homme qui dit être un homme différent, un homme plus jeune, et grâce à ces figures, à cette idée, il peut avoir de sexe avec des autres femmes que ne connaît pas l'âge réel de ces personnes. Ces femmes pensent que ils sont en train d'avoir du sexe avec un homme séduisant, jeune, et ces femmes allaient à sa maison avoir du sexe avec cet homme âgé, mais sans le savoir, non, aveuglé. Donc, de quelle manière dans le tribunal, c'est une nouvelle manière de mesurer et juger la violence sexuelle, l'agression sexuelle. Dans quelques histoires, tu dis que c'est tellement difficile pour les avocats le défendre ou pour les juges parler aux jugés parce que c'est tellement difficile de juger ces comportements sexuels aujourd'hui. Le cas que je cite dans le livre est extrêmement intéressant parce que je veux pas déflorer le livre, mais je vais juste le décrire brièvement. C'est un homme qui est seul, il a 68 ans, il est pas très beau, mais pas très moche non plus. Il décide de tchatcher sur les réseaux sociaux avec des filles qui sont seules et qui sont contentes de faire des petits chats un peu sexuels, un peu séduisants. Et il prend une photo d'un mannequin de Marlboro des années 60, beau mec, un peu genre Richard Gere, et il se fait appeler sur les réseaux Anthony Laroche.
Et donc les filles, elles l'appellent, elles parlent au téléphone, elles parlent à Anthony Laroche, il a une très belle voix, il est intelligent, il est cultivé, ce qu'il est. Et puis petit à petit, elles veulent aller un peu plus loin, elles veulent le voir. Il dit oh non, c'est dommage si on se voit, ça enlève la magie. Donc ils se coupent là, ça devient de plus en plus érotique, les filles montrent leur sexe, les seins, lui il montre aussi je sais pas quoi, enfin bon, voilà. Ils ont comme ça des jeux érotiques pendant des semaines, des mois, et ça devient des amis, ça devient des maîtresses, il en a plein, il y en a 300. Et tous les soirs, il est dans son lit avec l'iPad et il est là avec ses différentes maîtresses. Et certaines tombent folles amoureuses de lui, sans l'avoir jamais vu physiquement, et veulent à tout prix le rencontrer. Et lui, il veut pas, parce que il est Anthony Laroche, et il est le mannequin Marlboro. Et finalement, il a une idée, et il accepte, et il dit, voilà, oui, mais on va pas faire papa-maman, on va faire très érotique, très, très romantique et très aventureux. J'habite à tel endroit, il donne sa vraie adresse, vous allez venir, vous allez sonner, la porte sera ouverte, vous entendrez ma voix vous guider, vous allez aller dans la chambre, mettre un masque, je viens vous déshabiller, je viendrai, nous aurons une relation sexuelle et après, vous enlèverez le masque. Et il a dit qu'il était décorateur, qu'il était... Les filles arrivent, voient que l'appartement ne correspond pas exactement à celui d'un décorateur, à Monaco en plus, et beaucoup s'en vont, mais une dizaine restent. 10 filles restent. Elles vont dans la chambre, elles mettent le masque, il arrive, il y a une relation sexuelle ou pas, parce qu'il n'est pas non plus toujours lui au rendez-vous, mais il est très doux, il est très gentil, les filles sont très contentes de la prestation. Sauf que, quand il enlève le masque, les filles sont horrifiées, parce qu'au lieu d'être devant Anthony Laroche, ils sont devant Woody Allen, parce qu'il ressemble un peu à Woody Allen. Et là, elle pousse un cri d'horreur, elle se déshabille et elle s'enfuit. Sur les 10 filles qui se sont enfuies, 8 sont parties dans la nature et 2 sont allées au commissariat porter plainte. Et de fil en aiguille, il est arrivé en assise au tribunal, c'est-à-dire pour viol. Et moi, je trouve ce cas extrêmement intéressant, parce que toutes les filles ont été interrogées, pas les 300, mais les 20 qui sont venues, ou 15, 20, enfin je ne sais plus, et la plupart ont dit... Non, c'est notre responsabilité, c'est nous qui sommes venus. On a pris le risque d'aller faire l'amour avec un homme qu'on n'avait jamais vu et on a voulu le rencontrer. Et puis, il n'a pas été violent du tout, il a été très gentil. Mais les 2 autres disent, non, j'ai été trompée. Et lui, à la barre, il dit une chose extrêmement intéressante. Il dit, mais... Quand elles sont tombées amoureuses de Anthony Laroche, elles sont quand même tombées amoureuses de moi, parce qu'elles sont tombées amoureuses de la voix, elles sont tombées amoureuses de tout ce qu'il leur disait. Il donnait des conseils matrimoniaux, il donnait des conseils pour les enfants, des conseils de cinéma. Il était, voilà, c'était vraiment l'ami de. Et figurez-vous que cet homme-là a été condamné à 8 ans de prison. À 8 ans de prison. Moi, personnellement, je trouve que c'est une folie. Alors il a fait appel, il a pu sortir. Mais pour moi, ça montre que la justice est trop poreuse à l'ère du temps. Parce que si on regarde, enfin je fais écho à ce que vous avez dit sur la difficulté de juger ces cas-là. Moi je comprends que les filles se soient senties abusées, mais je ne comprends pas qu'elles s'exonèrent de toute responsabilité. Vous voyez ? Et ça c'est vraiment un cas qui m'a incroyablement frappée. Et pour revenir à votre question précédente, oui, lui je l'ai rencontré. Il comparaissait libre et j'ai parlé avec lui. Et lui ne comprenait absolument pas ce qui lui arrivait. Pour lui, il n'avait rien fait de mal. Donc l'accusation pour arnaque, c'est un peu, ouais, non? Si on pense à Cyrano de Bergerac, c'est je tombe amoureux de ces personnes, mais à la fin, c'est une personne différente. Quelle
perception est-ce que tu as de le processus parallèle, non, le procès dans les réseaux sociaux? Parce qu'on vit dans un monde, en société, que l'exposition, pas seulement pour les relations personnelles, mais aussi tout le type de relations, il est aussi plein de procès, de jugements dans les réseaux sociaux. C'est pas seulement le cas de violence contre les femmes, mais de cas où vous parlez dans ce livre de la famille, c'est tellement conscient de cette image, cette présence, comment réagir devant la télé, devant la caméra. Donc, pour toi, comme écrivain, comme témoin, est-ce que tu penses que la justice, c'est moi peut-être important parce qu'on a une vie tellement importante sur les réseaux sociaux? C'est une question vraiment intéressante et difficile aujourd'hui. La démocratie, notre système démocratique, en Espagne, en France, dans les pays démocratiques, a créé la justice avec un ensemble incroyable de lois, de règles, d'obligations, avec tous ses défauts et ses qualités, mais c'est quand même un endroit extraordinaire. C'est un endroit qui permet à tout le monde de s'exprimer, qui permet de peser le pour et le contre. C'est un endroit où la morale n'a aucun lieu d'être, il n'y a que le droit. Et cet espace de droit, c'est vraiment un espace de liberté et de démocratie. Maintenant que les réseaux sociaux, sous prétexte de morale, qui est une chose extrêmement fluctuante et de mon point de vue très aléatoire, se permettent de démolir, parce que c'est ce qui se passe maintenant, sans preuve, sans contre-discours, sans éléments de droit, des gens à tout jamais, avec une sévérité infiniment plus grande que dans les tribunaux. Moi, je pense que c'est un grand problème de société. On a parlé, Jasmina, de beaucoup de cas judiciaires importants. C'est pas seulement de crimes ou des cas de viol. Il y a aussi un cas passionnant que c'est le cas de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, le président de France. Vous avez suivi Sarkozy quand il était ministre dans ses campagnes pour le vote, non? Parce qu'il a écrit un livre sur Sarkozy parce qu'il a dit oui, ok, tu peux me suivre. On a dit que la différence de Jasmine à comparer avec un journaliste, est-ce qu'il a un point de vue que c'est tellement clair. Et dans ces chapitres, tu parles de la corruption, ces téléphones écoutés entre l'avocat de Sarkozy, non, ces conversations, et ta manière d'exprimer chaque personnage de ces affaires. Donc, qu'est-ce que c'est l'arithmétique de Sarkozy? Parce que dans ce moment que tu as travaillé avec lui, tu as appris à interpréter et traduire sa manière de parler, non? Quand il a dit oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre le personnage? Non, je risque pas de vous aider à comprendre le personnage, mais c'est vrai que ce procès auquel j'ai assisté, alors je vais dire, pour les gens qui évidemment n'ont pas lu le livre, je vais juste dire de quoi il s'agit. Nicolas Sarkozy a été soupçonné d'avoir touché de l'argent illégalement d'une femme très riche qui est Madame de Bettencourt. On a écouté son téléphone, il n'était plus président depuis longtemps, et il s'est rendu compte qu'on entendait qu'il était sur écoute. Donc il a décidé, pour pouvoir parler à son avocat tranquillement, de prendre un téléphone quelconque, acheté dans un magasin, un téléphone à carte, et au nom de Monsieur Bismuth, qui était un copain de classe de lui quand il était jeune, et sur une ligne uniquement lui et son avocat. Bon, je ne vais pas raconter comment cette ligne finalement est arrivée à être elle aussi écoutée, et de façon tout à fait illégale, on a écouté cette ligne et on a entendu d'autres choses on a dit « Ah, mais là, il y a peut-être une affaire ». Donc, déjà, il y a un gros problème de droit à la base dans cette écoute. Mais ce qu'on a surtout entendu dans cette écoute, c'est que
Dans le premier cas, Nicolas Sarkozy voulait récupérer ses agendas. Et son avocat, ami, lui a dit, moi je connais quelqu'un au Conseil constitutionnel qui peut t'aider à récupérer l'agenda. Et donc on a dit, corruption de fonctionnaires, c'est catastrophique. Et ils ont enregistré toutes les conversations. Nous, dans le tribunal, nous avons entendu toutes les conversations de ce téléphone entre l'avocat et Sarkozy qui ont trait à cette soi-disant corruption du fonctionnaire pour savoir où ça en était pour récupérer ses agendas. Pour moi, honnêtement, citoyenne normale, je vois aucun problème à vouloir savoir où en est un dossier. Bon. Mais ça, la justice trouve que c'est un problème. Mais surtout, de ce qu'ils entendent, eux, ils déduisent qu'il n'y a pas eu de corruption parce qu'il ne s'est rien passé. Mais la volonté de corruption est identique en droit. S'il y a une volonté de corruption, c'est comme s'il y avait eu corruption. Donc, ils écoutent, ils entendent les mots et ils disent oui, et il est condamné. C'est ce qui s'est passé, il a été condamné. Moi, j'écoute les mêmes mots et je les comprends complètement autrement. Pourquoi ? Parce que j'ai suivi cet homme pendant 1 an. Et je sais comment il parle. Et je sais comment il parle son avocat que j'ai connu aussi. Et je sais qu'il n'y a rien. Donc, ça m'a fascinée. Parce que là, je me suis dit, il y a vraiment un problème d'interprétation. Et je dois dire une chose très contente. J'étais très contente parce que en France, il y a dans Libération, le journal Libération, il y a pour moi le meilleur critique littéraire français. Et d'ailleurs, vous le connaissez peut-être parce qu'il a écrit un livre splendide qui s'appelle Le Lambeau. C'est Philippe Lançon qui a été victime de l'attaque de Charlie Hebdo. Et il fait très peu de papier sur les Français parce qu'il veut pas de. Mais c'est un très grand critique littéraire. Il a aimé beaucoup le livre et il a dit sur ce chapitre. Bon, moi j'ai pas d'avis sur Sarkozy coupable ou pas, mais en tout cas, Yasmine Reza a plus d'oreilles que les juges. Voilà. Et je crois que c'est vrai dans ce cas précis, en tout cas. Est-ce qu'il y a... il y a plein de personnages dans la politique, de personnages qui ont beaucoup de puissance, de pouvoir, et tellement disrupteurs qui changent le monde. Et je pense à Poutine, par exemple, je pense à Trump. Est-ce que c'est intéressant pour toi suivre ou écrire un livre sur ces personnages autoritariens qui sont en train de changer la manière de vivre de personnes? On a Sarkozy, bien sûr, mais c'est un autre niveau. Mais quelle personne peut-être? Quelle est la tentation pour toi de suivre un politicien? Si tu peux suivre quelqu'un, une personnalité, un personnage. Alors, c'est une très bonne question. Parce que suivre, c'est impossible pour moi de suivre quelqu'un qui ne parle pas français. Parce que je ne suis pas assez polyglotte pour comprendre toutes les finesses. Par exemple, je n'aurais aucune oreille dans une autre langue. Là, ce que j'entends chez Sarkozy, c'est parce que c'est du français et que je connais le théâtre et que je connais les intonations. Dans une autre langue, je ne saurais pas le faire. Ça ne m'empêche pas d'être fascinée par les grands personnages de notre époque et d'avoir envie, sans les suivre, d'écrire sur eux. Par exemple, je trouve, moi, qu'il y a un personnage inouï qui est en face de nous et qui, tous les jours, nous fascine, c'est Trump. Je trouve que c'est un personnage, en tant que personnage, hein, c'est pas un jugement politique pour moi, là. C'est le jugement d'un personnage démesuré que Shakespeare aurait adoré, et qui se présente sous nos yeux en étant un contemporain. Donc c'est presque une concurrence déloyale par rapport à ceux qui inventent des histoires et des personnages, un être comme ça. Daría lo que fuera. Oh, je peux payer pour voir le théâtre de Yasmine Reza sur Trump. Je paierai pour ça.
Maintenant, je veux changer un peu le topic et je dis au public que c'est possible de faire des questions, de poser des questions si le public veut. Mais avant ça, je veux changer le rythme. Je veux te poser la question qui est Don Mariano Luis de Córdoba. Un charmant homme. Que je raconte. Sí, Ouais. tú hablas de una mujer. Tu parles d'une femme que c'est tellement important pour toi, c'est tellement narratrice, elle a changé ta manière d'entendre le conte et c'est en lien pour toi avec l'Espagne. Mariano Luis de Córdoba, c'est l'homme qui possède ça pour les femmes pour marcher. J'ai eu la chance d'avoir dans mon enfance la présence chez nous d'une femme extraordinaire dont j'ai plaisir à dire le nom, une Espagnole qui s'appelait Andrea Peralta et qui était une très grande conteuse d'histoires. Elle racontait des histoires, elle nous racontait, nous sommes 3 enfants, elle avait un don extraordinaire de narratrice et elle racontait aussi de sa propre vie car elle avait été, comment on peut dire, gouvernante. C'était une position assez haute chez les grands d'Espagne. Et elle avait été gouvernante chez un certain Luis Mariano de Córdoba, et c'est son vrai nom, hein. Je gardais le nom. Et c'était à Rennes, je crois. Où ça ? À Grenade. Et c'est mon frère qui sait mieux. Et elle était, je crois, et je pouvais deviner ça, petite, un peu amoureuse de lui. Amoureuse platonique, enfin. Mais elle admirait cet homme. Et elle nous racontait des histoires de Luis Mariano de Córdoba. Et à chaque fois qu'elle racontait quelque chose, elle disait « ça, Luis Mariano de Córdoba l'a fait ». Et une des choses la plus géniales qu'elle a racontées, c'est qu'un jour, il pleuvait, comme ce soir, et il était là, très élégant, très beau, très grand. Et il y avait une femme qui hésitait à traverser parce qu'il y avait de l'eau au bord du trottoir. Il a pris sa cape et elle a raconté, il l'a jetée pour qu'elle puisse marcher dessus. Et elle a dit, ça, Luis Mariano de Córdoba l'a fait. Et ça, je raconte parce que c'est merveilleux. Es bonito. Ouais, c'est beau, cette histoire, c'est merveilleux, ces petits détails, non? Ces petites images aussi sur le livre. Le première image, Venise, ces couples en train de marcher par Venise, la première page, non, de ces livres. Ça, c'est une surprise pour vous si vous n'avez pas lu le livre. Et je veux poser la question au public. S'il y a 2 questions, on a un microphone pour l'autrice. Je ne vois pas des personnes, mais j'entends. Je veux poser la question, après toute cette expérience, est-ce que vous croyez en la justice? Oui, parce que je crois que c'est très important qu'il reste un endroit avec des règles de cette nature. Alors, évidemment, la justice se trompe très souvent. La chose auquel je ne crois pas, c'est qu'il ne faut pas être dans les mains de la justice, parce que c'est une broyeuse, c'est très dangereux d'être dans les mains de la justice, parce que le personnel de justice, les avocats, les juges, les magistrats, ce sont des hommes comme vous et moi, et des hommes au sens général bien sûr, hein, des femmes ou des hommes, mais ils sont ce qu'ils sont. Il y en a des brillants, des très honnêtes, il y en a des plus médiocres. Donc la justice est rendue par les hommes, mais la structure de la justice est quand même admirable. Et dans les pays où il n'y a pas ça, c'est affreux pour les gens. Il n'y a aucun endroit d'espoir quelconque d'une justice. Alors, je ne crois pas que la justice existe, mais la recherche de la justice, elle existe dans les salles d'audience. Il y a vraiment une recherche de la justice. Merci. Muy buena pregunta, además.
Très bonne question, ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Parfait. Donc, ok, ça y est. Jasmina, c'était un plaisir de parler avec toi, partager ces conversations. Merci pour ta générosité, merci pour le livre. C'est tellement sensible, il y a de tendresse et on peut voir là la capacité de regarder dehors l'évident que justifie le succès que tu as et le fait que tu es un classique contemporain. C'est pour ça que les personnes aiment le théâtre, le livre que tu fais. Merci beaucoup, merci.